Je vais donc commencer effectivement cette conférence qui ne va pas reprendre ce que je dis dans le livre, qui ne va pas répéter ce que je dis dans le livre écrit avec Régis Debray comme un conte géopolitique du XVIIIe siècle. Que reste-t-il de l'Occident? Parce que sinon vous n'auriez pas besoin de vous déplacer, mais je vais effectivement essayer de vous parler du grand bouleversement stratégique que nous sommes en train de vivre. En 1991, vous en souvenez peut-être, le président George H. Bush, le père de Gaulle, parle de nouvel ordre mondial régulé par l'ONU. Il vient de libérer le territoire du Koweït à la tête d'une vaste coalition qui comprend tous les pays arabes. C'est le moment où on invente le concept de communauté internationale, qui est la traduction de ce qu'on appelait avant, depuis le congrès de Vienne, le concert des nations. Le philosophe américain Fukuyama parle alors de la fin de l'histoire, l'économie de marché a gagné, la démocratie libérale est l'avenir de l'humanité, et si tel trouble fait se permet de ne pas se conformer au nouvel ordre, s'il n'accepte pas la logique de la communauté internationale, il est prestement réduit à couillin. C'est ce qui est, par exemple, arrivé aux Serbes, qui n'avaient pas compris que l'éclatement de la Yougoslavie en ethnies différentes était autorisé, était cachère, mais pas celui de la Bosnie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Yougoslavie, on avait le droit de divorcer, mais pas à l'intérieur de la Bosnie devait rester unitaire. Et l'Occident s'est battu pour qu'elle reste unitaire, alors qu'elle avait accepté qu'elle se divise au niveau de la Yougoslavie. C'était quand même étonnant, hein. L'Occident permettait aux Serbes et aux Croates de divorcer au sein de la Yougoslavie, mais pas au sein de la Bosnie. Ce nouvel ordre mondial, qui était en réalité un ordre américain, a volé en éclats. Se déroule sous nos yeux le plus grand bouleversement stratégique que nous ayons connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous assistons à une remise en cause générale des frontières que l'Amérique avait, à l'issue de la guerre froide, confirmée pour la planète. Alors, les trois grandes remises en cause de ces frontières, où est-ce que je les vois? Je les vois dans la crise ukrainienne, où est remis en cause la stabilité d'Helsinki, des accords de la CSCE de 1975, la radicalisation de l'islam et le choc des civilisations, et enfin la croissance exponentielle des appétits maritimes de la Chine. Alors, la crise ukrainienne en premier lieu. Avec le concept de Novorussia développé par Poutine et sa volonté de donner une forme étatique aux régions sécessionnistes du bassin du Don, on assiste à une volonté de redessiner les frontières issues de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991 et confirmée par Moscou en ce qui concerne l'Ukraine par le mémorandum de Budapest de 1994. Aujourd'hui, il est tout à fait sûr que la Russie ne rendra jamais la Crimée. Y a-t-il un plan maximum de la Russie pour aller jusqu'à la Transnistrie, c'est-à-dire faire la jonction avec la Crimée, prendre Odessa et aller jusqu'à la 14e armée qui est basée en Transnistrie? Je ne pense pas pour le moment, mais c'est peut-être un plan dans les tiroirs du Kremlin que Poutine n'a pas visiblement l'air de vouloir activer, en tout cas pas maintenant. En plus, les sanctions pénalisent quand même la Russie. Il n'a pas forcément envie, Poutine, de se retrouver en position de faiblesse vers
son pseudo-allié chinois. Je dis pseudo-allié parce qu'évidemment, il ne vous a pas échappé. Si certains d'entre vous se sont promenés à Khabarovsk en Sibérie, que la Chine pouvait reluquer la Sibérie, qui est un territoire de 10 millions de kilomètres carrés, peuplé par 10 millions d'habitants. Alors, dans cette affaire, nous, Français, nous nous sommes mis dans une position qui nous pénalise. Évidemment, il y a l'exemple du Mistral, c'est-à-dire que notre industrie de défense est très importante, et là, on peut renoncer à les vendre. Et aussi, politiquement, il faut quand même se souvenir que les Russes ne sont pas nos ennemis. Ils n'ont pas été nos ennemis depuis la guerre de Crimée de 1856. Encore, la guerre de Crimée que nous avons, enfin que nos amis anglais ont déclenché. Les gagnants, ce sont évidemment les États-Unis et la Chine. Parce que pour les États-Unis, le gaz russe n'a aucune importance et le commerce avec la Russie est de peu d'importance, alors que pour nous, Européens, c'est beaucoup plus important. Et je pense que les dirigeants européens ont été dépassés par la crise ukrainienne. La preuve, c'est qu'un jour, ils se sont congratulés d'une victoire politique qui leur avait été offerte par la rue, et le lendemain, ils ont fait grise mine devant la rectification des frontières internationales avec la prise de la Crimée. Je vous rappelle que le samedi 22 février 2014, au matin, à l'aube, le président Yanukovych avait fui Kiev, et toutes les élites politico-médiatiques de Washington, de Londres, de Paris, de Berlin se réjouissaient peu discrètement de l'effondrement du pouvoir pro-russe du président Yanukovych, et elles vont se réveiller avec la gueule de bois le 17 mars lorsque un référendum triomphal en Crimée, la Crimée décide son rattachement à la Russie. On peut dire que les conditions de ce référendum n'étaient peut-être pas magnifiques, mais en tout cas, aucun soldat russe n'est allé, j'étais là-bas en Crimée à ce moment-là, n'est allé chercher des électeurs à la pointe du fusil, et la liesse ce soir-là dans les rues de Simferopol était bien réelle. Je pense que nous, Occidentaux, nous pouvons déjà tirer 4 leçons de cette crise. La première, c'est ne jamais sous-estimer son rival. Évidemment, nous sommes rivales en question d'influence contre la Russie pour influencer l'Ukraine. Nous avons naïvement cru que notre rival Poutine ne savait pas faire 2 choses en même temps. Vous savez, la presse américaine reprochait au président Gerald Ford de ne pas savoir faire 2 choses en même temps, parce qu'il avait trébuché en sortant d'un avion sur la passerelle alors qu'il mâchait du chewing-gum. Donc on avait dit, il n'est pas capable à la fois de marcher du chewing-gum, avait dit la presse, il était un peu méchante, et de descendre l'escalier de l'avion. Bien, Poutine est capable, on croyait, de faire 2 choses en même temps. On pensait, parce qu'il était occupé par les Jeux de Sochi, qu'il ne serait pas capable de s'occuper des affaires de l'Ukraine. Eh bien, nous avons eu tort, il était capable de faire les 2 en même temps. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais humilier son rival. La Russie avait consenti beaucoup d'efforts à Sochi. Ces Jeux étaient l'occasion pour Poutine de montrer à quel point il était parvenu à pacifier le Caucase et à moderniser la Russie, et nous ne lui avons même pas fait l'honneur de lui rendre visite. Ça n'aurait pas coûté grand-chose au président Hollande de prendre son avion et
d'honorer de sa présence la cérémonie d'ouverture, ensuite de dire 3 mots à Poutine, par exemple sur la situation en Ukraine à l'époque. C'est ce que fait d'ailleurs le président chinois, qui est aussi un homme occupé. L'argument des droits de l'homme ne tient pas évidemment, puisque le 30 décembre, le président Hollande avait été en Arabie Saoudite, j'étais de ce voyage, où il avait embrassé sur les 2 joues les princes saoudiens. L'Arabie Saoudite est un pays où, lorsque, ce qui s'est passé là récemment, vous créez un blog politique libre, vous êtes condamné à 1000, je dis bien 1000 coups de fouet. C'est dommage qu'on aurait pu créer un climat de confiance entre l'Occident, entre Poutine et Hollande en l'occurrence, qui aurait été bien utile après. La troisième leçon qu'on peut tirer, c'est qu'il faut toujours chercher à anticiper les réactions de son rival. On aurait pu essayer de mieux connaître Poutine et de savoir qu'après les événements de Géorgie d'août 2008, Poutine et Medvedev avaient répété leur doctrine. La Russie se sent le droit d'intervenir partout pour protéger les sujets russes ou russophones. Elle est très jalouse de sa zone d'influence, un peu, si vous voulez, comme jadis le président Monroe, américain, avec l'Amérique latine. Elle en veut à l'Occident d'avoir renié la promesse faite au chancelier Kohl, par le chancelier Kohl à Gorbatchev en 1989, que l'OTAN ne s'étendrait jamais jusqu'aux frontières de la Russie. Et je dirais que la mauvaise diplomatie est souvent fille de l'ignorance. On ignore qu'en 1654, l'Ukraine s'est rattachée volontairement à la Russie et que ce couple a duré jusqu'à l'éclatement de l'Union soviétique en 1991. Et si l'on persiste à ignorer la fierté russe, à faire fi de l'héritage du patriotisme soviétique, on ne comprendra jamais ce monde-là qui n'est pas individualiste comme nous le sommes en Europe occidentale. Le fait que nous, occidentaux, ne voudrions pas être gouvernés par un Poutine ne signifie pas qu'un tel sentiment prévale en Russie. Qu'on le veuille ou non, la popularité du tsar Poutine est réelle chez lui et son actuel défi à l'Occident sur la question ukrainienne est approuvé par une très grande majorité de sa population. Dernière leçon de cette crise ukrainienne, ne jamais abandonner un champ de bataille diplomatique tant qu'on n'a pas trouvé d'issue certaine. Qu'est-ce qui se passe? Le mercredi 19 février, vous avez des morts à Kiev de plus en plus, par dizaines, depuis le mardi après-midi. Et là, à Paris, Merkel et Hollande décident d'envoyer leur ministre des Affaires étrangères à Kiev pour faire quelque chose. Fabius, Steinmeier et Sikorski, le Polonais, atterrissent à Kiev, donc le jeudi 20 février à 10h du matin, et le seul fait qu'ils soient là va apaiser les esprits. Il n'y a plus de mules, il n'y a plus de morts à Kiev, on ne se tire plus dessus. C'est déjà un grand succès, le fait même qu'ils soient là. Ils commencent à négocier toute la journée, c'est dur, etc. Et Fabius, de manière incompréhensible, le soir, peut-être qu'il se glaçait, parce qu'il avait un rendez-vous qu'il estimait important, va prendre son avion pour aller à Pékin, où il avait rendez-vous avec le président chinois, avec lequel il a sans doute, j'imagine, évoqué le menu du repas au Trianon quand le président chinois allait venir à Paris en visite officielle. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, je pense qu'il aurait pu envoyer un ambassadeur à sa place. Les Chinois auraient compris, parce que tout le monde, évidemment, regardait sur sa télé la crise ukrainienne. Enfin, l'Allemand et le Polonais continuent, l'ambassadeur de France remplace Fabius, et ils négocient toute la nuit. À 7h30 le jeudi
le vendredi 21 février, ils ont un accord, ils sont crevés, ils vont se coucher. À 13 h, Sikorski, le Polonais, va à Maïdan, la place Maïdan, et dit « on ne trouvera pas de meilleur accord, prenez ça ». À 4 h, devant les caméras, et moi je l'ai vu moi-même, BBC, CNN, en caméra du monde entier, on signe un accord historique, c'est-à-dire Yanukovych, Yatsenyuk, l'opposant qui est aujourd'hui Premier ministre, Klitschko, le boxeur, et le nationaliste qui est chef du parti Sloboda. Donc toutes les partis de l'opposition ukrainienne signent. Il y a même aussi le représentant de Poutine qui va paraffer l'accord. Et les puissances européennes signent cet accord, elles sont garantes de l'accord. C'est un succès inouï. Non seulement les morts sont arrêtés, mais on a réussi à obtenir un accord entre les Ukrainiens, alors que ce n'était pas possible depuis 3 mois. L'accord, vous en souvenez, consiste à revenir à la Constitution de 2004, moins présidentielle. Deuxièmement, à avoir la formation immédiate d'un gouvernement d'union nationale, donc entre toutes ces forces d'opposition et les forces du pro-russe, qui avaient quand même gagné les dernières élections, et des élections présidentielles anticipées pour décembre 2014, ce qui permettrait d'évacuer en douceur le président Yanukovych. Mais là, c'est le week-end, ça va bientôt être le week-end, donc les ministres européens décident de rentrer chez eux. Ils n'ont pas compris qu'un si bel accord, c'était comme un nourrisson. Le nourrisson est magnifique, mais encore faut-il le babysitter 2 minutes. On ne peut pas le laisser comme ça dans la neige toute la nuit. C'est quelque chose que Kissinger avait très bien compris. Après la guerre du Kippour de 73, vous vous souvenez qu'il est resté pendant 3 semaines, c'était ce qu'on appelait la shuttle diplomatie, il est resté dans le Moyen-Orient, il n'est pas revenu chez lui à Washington. Eh bien, nos ministres s'en vont, de babysitter cet accord, ils auraient pu rester à Kiev, et à 8 h du soir, les 3 signataires ukrainiens de l'accord, d'opposition, vont présenter cet accord à Maïdan, et ils sont hués. Mais au lieu de tenir sur leur position en disant c'est comme ça, c'est pas autrement, ils renoncent, ils reviennent sur leurs paroles, croyant que Maïdan représentait toute l'Ukraine. Ben non, Maïdan ne représentait pas toute l'Ukraine, de même que le théâtre de l'Odéon en 1968 ne représentait pas toute la France. Et donc, le plus curieux, c'est que cette diplomatie européenne à 8-9 h du soir, qui est d'ailleurs un peu aux abonnés absents à cette heure-là, parce qu'il y a le week-end, ne réagit pas et ne va pas dire aux Ukrainiens, enfin ils sont plus là, il faut dire, attendez, nous sommes parrains d'un accord, il faut le respecter. Et le lendemain matin, c'est l'euphorie, les télés vont filmer la maison du méchant Yanukovych, comme il s'est enrichi, etc., comme c'est de mauvais goût, etc., etc. Et lui, il est parti. Et le dimanche, la Rada, dans cette euphorie, dans cette ivresse, la Rada, c'est-à-dire que c'est le Parlement de Kiev, va voter cette loi scélérate d'abandon du russe comme 2e langue officielle dans les régions orientales. Si les ministres étaient restés là, ils auraient dit à la Rada, mais vous n'y songez même pas. Non, ils étaient partis. Et donc le lundi à Sochi, Poutine convoque ses vieux copains du KGB et ils prennent la décision ensemble, je dirais d'actionner Aksionov, parce que le leader de Crimée s'appelait Aksionov, qui va faire son coup dès le jeudi matin, prendre le Parlement de Crimée. Vous connaissez la suite. Il était évident, et c'est ce qui m'a été confié par l'ancien ambassadeur de France en Russie, Jean de Kliniasty, qui parle le russe,
Si en janvier ou en février on était allé voir Poutine, ou si Fabius il est allé voir le Chinois, il est allé voir Poutine, il lui avait dit Sébastopol, ça sera toujours à toi. Pas la Crimée, Sébastopol, l'usage du port de Sébastopol pour la flotte de la mer Noire. L'OTAN ne viendra jamais en Ukraine. La langue russe sera toujours parlée en Ukraine. Il prenait. Ça lui suffisait. Et j'ai aucune raison de ne pas croire à ce que m'a dit cet ambassadeur. Donc, là maintenant, nous n'avons fait preuve ni de constance, ni de vigilance, et en plus, nous avons, avec cette loi sur le russe, livré sur un plateau d'argent un prétexte à Poutine pour intervenir. Je passe maintenant, parce qu'il ne faut pas que je sois trop long, à la radicalisation de l'islam, au clash des civilisations. L'islam radical, qu'on vous l'appelle celui de Boko Haram, celui de l'État islamique, les talibans, etc., se moque des frontières. Il les méprise et veut les effacer. On n'avait pas vu cela en islam, ce mépris des frontières, depuis la défaite des Ottomans devant Vienne en 1688. Dans les années 30, les stratèges parisiens échouèrent à définir quel était l'ennemi principal de la France et quelles conséquences pratiques il fallait en tirer. L'ennemi principal. Pourtant, depuis l'accession d'Hitler au pouvoir en 1933, les choses étaient parfaitement claires. Dans Mein Kampf, qui est publié en 1925, le Führer avait clairement exposé son idéologie, qui comprenait, outre l'élimination des Juifs et la conquête d'un espace vital à l'Est, la destruction de la France comme puissance. Or, les différents gouvernements de cette époque, tous plus ou moins affiliés au parti radical, se montrèrent incapables de désigner le Troisième Reich comme l'ennemi principal de la France et de travailler en conséquence à une alliance de revers avec l'Union soviétique de Staline, comme Sadi Carnot l'avait fait avec la Russie tsariste dès 1891. Pour toutes sortes de raisons, le parti radical détestait le bolchevisme. Mais en faisant passer ses émotions avant les intérêts de la France, à long terme, nos dirigeants radicaux socialistes n'ont pas rendu service au pays. Car même si Staline était détestable dans la manière de gouverner le peuple russe, c'est quand même avec lui que nous aurions dû passer alliance. Lui, au moins, il n'avait jamais rêvé de détruire la France. Et quand, le 23 août 1939, on se réveille avec le pacte germano-soviétique, il est trop tard pour comprendre. Hitler avait joué stratégiquement, pas nous. Et je dirais qu'aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, nous nous trouvons, nous Français, dans la même confusion stratégique. Nous n'arrivons pas à désigner notre ennemi principal. Pourtant, comme le nazisme jadis, il n'avance pas masqué, ni dans l'expression de son idéologie, ni dans ses passages à l'acte. Cet ennemi principal, c'est l'islamisme international. Qu'il massacre des chrétiens pakistanais à la sortie d'une église à Peshawar, des badauds kényans qui vont faire leurs courses dans un mall, des étudiants nigérians d'un lycée agricole, il actionne partout la même idéologie, qui est celle d'une charia que l'on doit imposer à tous et à toutes, si besoin, par la terreur. On aurait pu espérer que l'attentat contre Sadat en 1981 aurait décilé les dirigeants occidentaux. Voici un président égyptien qui fut assassiné pour avoir signé avec l'État d'Israël une
paix très profitable à son pays. Pour un islamiste, le monde se divise en deux zones. Le Dar el-Islam, la maison de la soumission à Dieu, bien sûr, et le Dar el-Harb, la maison de la guerre. Et si une terre a été un jour conquise par une armée musulmane, ce qui est le cas de la Palestine, qui a appartenu à l'Empire ottoman, elle fait partie pour toujours du Dar el-Islam. Le fait que Sadat ait accepté de négocier avec l'État juif l'a rendu coupable de trahison de ce principe et l'a condamné à mort comme s'il avait été un apostat. Et les Occidentaux ont si peu compris la nature de ce fascisme vert qu'ils ont laissé sans réagir leurs protégés, je veux parler des pétromonarchies du Golfe Persique, nourrir cette idéologie délétère sur leur territoire, à elles, comme dans les mosquées construites à l'étranger avec leur argent. Il est vrai que les Américains ont laissé faire parce qu'ils étaient encore alors obsédés par leur antagonisme avec leur ennemi principal de l'époque, qui était, depuis la fin des années 40, l'Union soviétique. Alors la question que je pose, c'est les dictateurs militaires arabes, laïcs et nationalistes, sont-ils les ennemis principaux de la France? Ils ne le sont pas par essence. Ils peuvent le devenir au gré des circonstances, comme Nasser en 1956 qui aida l'insurrection algérienne du FLN. Mais depuis 2011, nous traitons Bachar el-Assad comme s'il était devenu un ennemi principal de la France. On m'a raconté, tout à l'heure, j'ai appris ça avec effarement, que l'ambassadeur Bajolet, qui avait été ambassadeur en Irak et qui est le patron de la DGSE, un conseil de défense aurait dit il faut absolument bombarder, tuer Bachar, je ne sais pas comment d'ailleurs, tuer Bachar, il paraît que Hollande a essayé de le calmer. Ça m'a beaucoup surpris. Quand mes amis diplomates néoconservateurs me disent mais il faudrait dégommer Bachar, je leur réponds toujours c'est dommage que nous avons quitté volontairement notre caserne à Damas que nous avons quitté en avril 1946 parce que ça aurait été plus facile si on pouvait partir de la caserne. Alors, c'est sûr qu'on aurait pu, effectivement, que le père de Bachar est devenu notre ennemi quand il a assassiné notre ambassadeur Louis Delamare à Beyrouth à l'automne 81, ou quand il a bombardé les chrétiens d'Achrafieh, qui sont nos protégés depuis Saint-Louis en 1989. Mais aujourd'hui, on peut regretter la confiscation du pouvoir à Damas par la Assabiya, par l'entourage de Bachar el-Assad. On peut dire que ça n'a pas réussi au pays. On peut soutenir que l'islamisme, finalement, est la fille de ces dictatures. Mais le fait que Assad gouverne cruellement n'en fait pas pour nous notre ennemi principal. Il ne veut pas aller envoyer des gens rafaler devant nos écoles et tuer nos enfants. Et comme nous n'avons pour le moment aucune solution alternative à installer à Damas qui soit conforme à nos intérêts, puisque vous avez tous compris que la coalition nationale syrienne est devenue une farce, concentrons nos efforts stratégiques à éliminer nos ennemis principaux, qu'ils aient trouvé sanctuaire dans le désert libyen, dans les zones tribales pakistanaises, dans le sud somalien, ou même dans l'extrême est de la Turquie, de notre ami, je mets ami entre guillemets, Erdogan, c'est Erdogan. Il est temps de s'apercevoir que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours, que l'opposition syrienne modérée n'existe pas. J'ai beaucoup bataillé dans le Figaro, je suis même allé voir Fabius lui-même pour lui dire que c'était de la folie furieuse
livré des armes aux rebelles syriens. On a quand même livré des armes, des missiles Milan. Vous savez, c'est des missiles anti-chars, philo-guidés. Alors, ils ont tous, dans la semaine, été volés par l'État islamique, pas les islamistes, bien sûr. Et alors, on nous répond, ah oui, mais c'est pas trop grave, parce qu'on avait limité le nombre de munitions par les Milan, à 3 munitions par Milan. Et la politique française de la Syrie est évidemment, vis-à-vis de la Syrie, évidemment une catastrophe. Le troisième élément du bouleversement stratégique et de l'effacement des frontières, c'est la révision des frontières par l'expansionnisme maritime chinois. Et il est tout à fait nouveau, puisque si vous vous souvenez des relations entre Tanaka et Chou Enlai, au début des années 70, quand la Chine et le Japon renouent, ou bien si vous vous souvenez de l'amitié qu'a montré Deng Xiaoping, celui qui va introduire le capitalisme en Chine, à l'égard du Japon, parce que de toute façon, à l'époque, il a besoin de l'aide technologique du Japon. Et dans les livres d'histoire en Chine, on met la pédale douce sur ce qu'on pourrait reprocher aux Chinois. Alors, on peut dire que les Chinois, dans leur histoire, ont eu raison de vilipender ces traités inégaux. Vous vous souvenez, ce sont des conventions commerciales et consulaires qui leur ont été imposées au XIXe siècle par toutes ces puissances coloniales militairement victorieuses après la guerre de l'opium, la guerre des boxers. Mais depuis le début du XXIe siècle, depuis son admission au sein de l'OMC, la Chine a réussi à renverser l'inégalité commerciale à son profit. Elle a inondé de ses produits les marchés européens et elle est devenue l'atelier du monde sans avoir respecté ni la lettre ni les règles de l'OMC. Et quand les Occidentaux ont ouvert les portes du club à la Chine, ils ont cru qu'elle allait devenir un état de droit économique, la Chine. Ils se sont trompés, car les normes chinoises sont toujours aussi opaques, ses règlements toujours aussi à la tête du client, son système judiciaire toujours aussi partial et toujours aussi dépendant du pouvoir exécutif et des princes rouges du parti. Les marchés chinois sont très loin d'être aussi ouverts et juridiquement sûrs que les marchés français ou américains. La Chine est par ailleurs la seule grande puissance qui ne fasse pas flotter sa monnaie nationale et qui maintienne un yuan artificiellement bas afin de favoriser ses exportations de biens manufacturés. Donc en fait, c'est assez amusant, on voit que la Chine a retourné les traités, c'est plus les traités inégaux contre elle, mais c'est une application par elle inégale des traités internationaux. En matière maritime, la Chine n'essaye même pas de tourner les traités ou d'amadouer ses voisins, comme elle a réussi à amadouer l'Occident dans la négociation sur l'OMC. Sa méthode, elle, beaucoup plus brutale. Comme l'Angleterre de la reine Victoria, elle pratique la politique du fait accompli. Le 24 novembre 2013, elle a unilatéralement créé une nouvelle zone aérienne d'identification couvrant une bonne partie de la mer de Chine orientale entre Taïwan et la péninsule coréenne. Tout l'intérêt de cette nouvelle zone est qu'elle recouvre les fameux îlots Senkaku, qu'on appelle Diaoyu en Chine. Ça fait plus d'un siècle que cet archipel est administré par les Japonais, mais la Chine le revendique depuis qu'une exploration pétrolière y a décelé des réserves fabuleuses. Alors,
Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont réagi en envoyant des avions militaires survoler les îlots, avec pour instruction de ne pas s'identifier auprès du contrôle aérien chinois. La Chine a immédiatement fait décoller des chasseurs qui ont procédé à l'identification visuelle des contrevenants. Et on en est resté là. Alors, sans doute impressionné par la fermeté nippo-américaine, la Chine a mis un peu d'eau dans son vin en début 2014 en précisant que la zone aérienne d'identification ne signifiait pas espace aérien. Alors, la revendication chinoise sur ces îlots est-elle historiquement infondée? Peut-être pas, peut-être pas. Mais le problème est que Pékin ne veut pas soumettre ce différend à une instance onusienne impartiale comme la Cour internationale de justice de La Haye. En mer de Chine méridionale, par sa politique du fait accompli, Pékin s'est aliéné tous les pays riverains, Vietnam, Philippines, Malaisie, Singapour, Brunei, Indonésie. En proclamant sa souveraineté sur des archipels inhabités, en construisant des bases sur des îlots jusque-là désertiques, la Chine s'est unilatéralement arrogé une zone économique exclusive sur 80% de cette mer qui va jusqu'à l'Indonésie. Cet expansionnisme chinois a été géopolitiquement contre-productif puisqu'il a provoqué chez tous les riverains une forte demande de retour des États-Unis. La Maison-Blanche a répondu qu'à l'avenir, 60% de l'US Navy serait déployé en Asie-Pacifique. Alors, la solution serait évidemment qu'un tribunal arbitral international impartial effectue un partage équitable des richesses de la mer de Chine entre tous ses riverains. On va demander aux Suisses, qui n'ont pas d'intérêt dans la région, de le faire. Mais le gouvernement de Pékin n'y est pas prêt, qui refuse de toute façon toujours chez lui d'instaurer un État de droit. Alors, il reste dans ce bouleversement stratégique, il y a deux conclusions. La première conclusion, c'est qu'il faut évidemment renforcer nos forces armées et notre marine, c'est évident. La deuxième conclusion, c'est sans doute qu'il faut être plus prudent dans le déclenchement de nos opérations extérieures. Je vais, en fait, je pense que on ne peut pas empêcher toute opération extérieure. Il ne faut pas se faire d'illusions. On continuera à faire des opérations extérieures. On prendra, qu'on prenne des prétextes humanitaires ou pas. Mais je pense que l'échec incroyable de la Libye, au point que le ministre de la Défense, Le Drian, est appelé dans le Figaro il y a une semaine à faire la guerre contre la Libye une deuxième fois, c'est-à-dire d'avoir une deuxième intervention en Libye contre les Katibas qui sont dans le Fezzan, donc une intervention militaire française pour venir corriger le chaos qu'a créé l'intervention française de 2011. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent et je pense qu'il faut mettre trois conditions, ces trois conditions s'ajoutant bien sûr au respect du droit international et des résolutions de l'ONU, puisqu'on ne va pas détruire ce système onusien, dont en plus on est parti, on a même un droit de veto. On ne va pas détruire ce système onusien qu'on a mis tant de mal à construire. Mais il y a trois conditions supplémentaires, me semble-t-il. La première, c'est n'aller chasser un dictateur, un Saddam Hussein ou un Kadhafi, ou qui vous voulez,
ou un pacha, que si vous êtes sûr que vous avez sous la main la solution alternative. Alors M. Bernard-Henri Lévy, quand il a convaincu Sarkozy de commencer la guerre de Libye, nous avait présenté à nous les journalistes son brave gars qui est devenu Premier ministre, qui était un homme d'affaires respectable installé en Allemagne, d'origine libyenne, mais qui s'est enfui à bord de son jet privé il y a 3 mois. Il est revenu en Allemagne, parce qu'évidemment, il n'arrivait pas du tout à tenir le pays. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un pour remplacer le dictateur en place, il ne faut pas intervenir. Je répondrai à M. Bajolet, vous voulez tuer Assad, vous voulez bombarder son palais, le tuer, très bien. Vous le remplacez par qui? Qui est-ce qui va prendre la place de Assad? M. Bajolet, vous pouvez nous le dire? La deuxième condition, c'est, et ces 3 conditions doivent être réunies en même temps. La deuxième condition, c'est: est-on sûr d'améliorer la situation quotidienne des populations qu'on prétend venir aider? Car, en ce qui concerne, par exemple, la Libye, on a invoqué le droit de protéger les populations. Alors, c'est un droit qu'on a utilisé de manière un peu variable, puisque lorsque les rebelles ont bombardé pendant plusieurs semaines en septembre la ville de Sirte, où il y avait beaucoup de civils, ils ont tué beaucoup de civils. Bon, cette ville avait le pas de chance d'être plutôt pro-Kadhafi. Les Occidentaux ne se sont pas trop préoccupés du sort des populations civiles qui habitaient la ville de Sirte. Bien. Mais aujourd'hui, a-t-on amélioré la vie quotidienne des Libyens? La réponse est non. On a beaucoup détérioré, puisque c'est sûr que dans la Libye de 2011, il n'était pas bon de faire de la politique. Je ne vous aurais pas conseillé de faire de la politique. En revanche, la vie normale des familles était plutôt paisible. L'argent en fait du pétrole était quand même distribué, les gens étaient assez riches. Il y avait des infrastructures qui ont été construites, ils pouvaient même voyager, ils avaient tous des voitures et des logements, et l'école et l'université et les soins étaient gratuits. Alors c'était pas un pays parfait, mais c'était un pays qui marchait bien, et où l'argent du pétrole était utilisé en grande partie pour la population, qui était certes n'était pas importante, qui avait que 6 millions de personnes en Libye. Mais aujourd'hui, les parents n'osent même pas laisser leur enfant aller seul à l'école. Tant l'insécurité, personne, je parlais à un Libyen récemment, il me dit, mais il est même hors de question que j'aille à Benghazi. Le type est complètement libyen, il s'occupe du croissant rouge. Donc, on a jeté ce pays dans le chaos. Et il n'y a pas un Libyen qui vous dira, qui ne regrettera pas le temps de Kadhafi. Même c'est d'ailleurs la même chose si vous allez à Bagdad, ce qui est arrivé bien sûr depuis l'affaire américaine. Eh bien, ils sont tous à regretter le temps de Saddam Hussein, où au moins la vie était normale et il y avait de l'électricité 24 heures sur 24. Malgré toutes les dépenses qu'ont fait les Américains, toujours 3 heures d'électricité aujourd'hui à Bagdad. La troisième condition qui me semble importante, c'est la défense des intérêts de la France. Car quand vous êtes un homme politique, vous êtes comptable de l'argent que vous confie en gestion les contribuables. Ils vous confient beaucoup d'argent d'ailleurs. Vous ne pouvez pas faire les choses uniquement pour votre gloriole personnelle. Vous ne pouvez pas décider de sauver tel pays pour peut-être essayer de grappiller le prix Nobel de la paix, mais si ce n'est pas l'intérêt de vos mandants, des contribuables. Et
la moindre des choses dans une démocratie, c'est de protéger les intérêts du pays qui vous a mis à sa tête. Or, les intérêts français, si on prend l'histoire de la Libye, ont été foulés aux pieds à deux égards. Premièrement, par l'apparition de ces katibas islamistes un peu partout au sud de la Libye et dans la bordure sahélienne qui sont venus donc menacer les pays amis, les pays francophones de la zone sahélienne. Nous avons nos intérêts, qui ne sont pas seulement des intérêts miniers, qui sont tous des intérêts d'amitié, par exemple avec le Mali. Ces katibas islamistes qui n'existaient pas du tout du temps de Kadhafi. Et la deuxième chose, c'est que les naufragés et les immigrés qui se jettent dans la Méditerranée en provenant d'Afrique subsaharienne, qui sont victimes de tous les trafics, eh bien ces trafics aujourd'hui passent en majorité par le territoire libyen. On estime, parmi les pauvres airs que vous voyez vous noyer en Méditerranée ou arriver épuisés sur les côtes de Lampedusa, ces Africains sont pour plus de 50% passés par le territoire libyen, alors que du temps de Kadhafi, personne ne passait par le territoire libyen, puisqu'il avait négocié avec les Occidentaux de pouvoir tenir sa frontière sahélienne. Donc, je pense que dans notre gestion de notre conflit actuel contre l'État islamique, nous avons toujours besoin de garder ça en tête. Je pense que dans ce monde nouveau, nous devons être beaucoup plus prudents dans nos opérations extérieures et nous souvenir qu'en fait, le sans-frontiérisme, je vais y revenir, le sans-frontiérisme n'est qu'un retour de la pulsion coloniale par la fenêtre. Je vous remercie. Merci.